Saviez-vous que les banques européennes sont aujourd'hui plus sûres car elles doivent suivre un règlement uniforme? Prochaine étape, un filet de sécurité pour qu'en cas de grosses difficultés, nous ne soyons pas, nous les contribuables, les premiers sollicités pour renflouer les banques. Je suis Maitri Sitaraman et cette semaine, nous voyons quel est l'intérêt de ce dispositif. Vous commandez un café, vous avez assez sur votre compte et vous ne vous demandez pas si votre argent est en sécurité à la banque ou si les taxes sur votre note servent à financer le pays et non à renflouer des banques défaillantes. Pourtant, c'est ce que nous avons déjà vécu. Giovanni Maggi a cherché à savoir ce qui a changé depuis l'application des règles de l'union bancaire. Explorons le paysage bancaire italien après l'une des pires crises endurées par l'Europe. Ici, les plaies restent ouvertes et plusieurs enquêtes et procédures judiciaires sont encore en cours. De 2013 à 2017, 7 banques ont dû être sauvées. 3 par recapitalisation avec l'intervention de l'État, 4 par renflouement interne. Des centaines de déposants ont perdu leur argent sans savoir que leurs banquiers les avaient fait investir dans des obligations risquées. En plus de l'argent perdu par les investisseurs, les ressources publiques utilisées pour ces sauvetages ont accru la dette publique d'1 à 2% du produit intérieur brut. Et là, les perdants, ce ne sont pas les épargnants, mais l'ensemble des contribuables. Aujourd'hui, les pratiques se sont-elles assainies en matière d'investissement et d'épargne? Nous avons interrogé un représentant d'une association de conseillers en gestion de patrimoine. Les épargnants italiens sont très peu informés. Ils ont du mal à être acteurs dans la recherche d'informations. Donc fondamentalement, les craintes sont plus fortes. Mais les bons comportements qui permettraient de faire disparaître ou de réduire les problèmes ne sont pas plus fréquents. Effectivement, la plupart des épargnants continuent de dépendre de leur banque ou de leurs conseillers financiers quand ils veulent effectuer des placements car ils manquent de connaissances. D'où la nécessité d'un cadre réglementaire qui détermine qui intervient en cas de difficulté. Il est certain que du point de vue des investisseurs en général, il serait souhaitable de savoir à l'avance qui agira à l'avenir en cas de problème similaire à ce que nous avons connu et dans quelles conditions. Donc il est important de pouvoir faire la distinction à l'avenir entre la liquidation des banques menée par les autorités nationales et la résolution de défaillances bancaires opérée par les autorités européennes. Le règlement uniforme européen nous incite-t-il à l'optimisme? Serons-nous mieux préparés en cas de nouvelle crise? Je suis totalement optimiste. Je crois que les travaux de l'autorité bancaire européenne et de toutes les institutions concernées avancent avec une grande efficacité. On va accompagner la numérisation, l'innovation à l'échelle européenne d'une manière clairement positive. Comme le disait Gianni, le système est beaucoup plus sûr. Aujourd'hui, les banques européennes disposent de fonds propres plus importants en cas de coup dur et elles détiennent moins de créances douteuses. Mais que se passe-t-il quand les règles actuelles ne suffisent pas pour éviter une défaillance bancaire? Voici notre cours accéléré sur le concept de filet de sécurité européen. Depuis la crise financière, l'Union européenne a entamé la construction d'une union bancaire pour rendre les banques plus stables. Ces deux premiers piliers, la surveillance unique et la résolution unique, sont déjà en place. Mais le troisième ne l'est pas encore. Aujourd'hui, en cas de mauvais temps, un fonds de résolution unique, abondé par le secteur bancaire européen, peut stabiliser la situation jusqu'à un certain point. Mais quand la tempête est là, ce fonds peut ne pas suffire. Et un soutien de dernier recours s'avère nécessaire. Il prendrait la forme d'un prêt accordé par l'Union européenne via le fonds de résolution au pays le plus exposé et serait financé par les États participants à l'union bancaire, qu'ils soient ou non membres de la zone euro. Quant aux propriétaires de la maison, à savoir les contribuables, ils seraient protégés, car en cas de recours à des fonds dans le cadre de ce filet de sécurité, l'idée c'est de récupérer l'argent auprès des banques. Idéalement, ce dispositif fonctionnerait quand les conditions météo sont parfaites. La Banque centrale européenne estime que les mesures de réduction des risques prises jusqu'à présent sont cruciales pour protéger les contribuables, mais que les conséquences de potentielles défaillances bancaires restent nationales, dans le sens où elles nous touchent, nous, les contribuables.
Voyons comment compléter le puzzle du filet de sécurité européen avec le commissaire aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici. Nous vous avons demandé d'apporter un objet qui symbolise pour vous une union économique et monétaire plus approfondie. De quoi s'agit-il ? C'est un ours, à l'image de la zone euro et de l'union économique et monétaire, qui est solide, robuste, et comme vous pouvez le voir, c'est un ours blanc, parce qu'il est d'un blanc éclatant, brillant, mais aussi parce qu'il peut mordre. Nous disposons déjà de tous les outils de sécurité, pratiquement tous, mais nous n'avons pas encore la capacité de dynamiser notre économie. Un filet de sécurité, cela veut dire que si les solutions immédiates n'ont pas fonctionné, au final, il existe un dispositif de soutien financier, budgétaire, qui évite que le risque de défaillance bancaire soit trop grand. Les contribuables sont-ils encore sollicités aujourd'hui en cas de renflouement ? Le filet de sécurité est budgétaire. Il s'appuie sur le mécanisme européen de stabilité. Puisque nous avons une union bancaire, alors il doit y avoir une solution européenne. Selon vous, dans quelle mesure les solutions apportées par l'ours, par l'union bancaire, ont-elles été bénéfiques pour les citoyens ? Tout d'abord, les bilans des banques sont bien meilleurs qu'auparavant. Et quand une difficulté se présente, une discussion s'établit entre la Commission et telle ou telle banque. C'est ce qui s'est passé pour les banques italiennes ou pour les banques espagnoles. Donc nous avons pu éviter le risque systémique et nous avons été capables d'anticiper et de trouver des solutions. Et il n'y a pas eu de défaillance bancaire. Ce filet de sécurité fonctionnera-t-il quand on estimera que la défaillance d'une banque donnée n'aura pas d'impact sur l'économie ou sur d'autres banques de la zone euro? Dans ce cas, il reviendra aux autorités nationales de gérer la situation. Dans un premier temps, créons ce filet de sécurité. Il n'est pas encore en place. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Prenons les choses les unes après les autres. Mon expérience me dit que nous devons avancer pas après pas. Je ne veux pas développer davantage. Je crois qu'il revient aujourd'hui au ministre de prendre des décisions. Et une proposition de la Commission européenne est sur la table. Le mécanisme européen de stabilité serait transformé en Fonds monétaire européen. Ce fonds serait une institution de l'Union européenne et donc il pourrait être contrôlé démocratiquement. Je pense qu'une décision politique pourrait être prise d'ici cet été et qu'on pourrait avoir quelque chose de plus simple et de plus rapide. Qu'est-ce qui incite les décideurs à aller dans cette direction? Je crois que les ministres sont encore divisés à ce sujet, bien sûr, mais qu'ils sont bien conscients des choses. Et quand Paris, Bruxelles et Berlin sont sur la même longueur d'onde, alors tout devient possible. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Et merci à vous. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, gardez votre argent en lieu sûr.